Depuis l'arrivée de Donald Trump, l'idée de négociation entre l'Ukraine et la Russie est de plus en plus évoquée et ce mardi, le président russe Vladimir Poutine a dit être ouvert à négocier mais sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors à quoi cela pourrait-il ressembler? Quelle est la situation sur place? Comment analyser les changements avec Donald Trump? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ce mardi donc, Vladimir Poutine a exclu toute négociation directe avec Volodymyr Zelensky, et ce alors qu'il donnait une interview à la télévision d'État russe. Selon lui, le président ukrainien est, je cite, un dirigeant illégitime. En fait, Vladimir Poutine remet en cause la durée de mandat de Volodymyr Zelensky, qui a été élu président en 2019 pour un mandat de 5 ans. Son mandat aurait donc dû prendre fin en théorie en mars 2024, mais aucune élection présidentielle n'a été organisée depuis. Et en fait, c'est logique puisque l'Ukraine est actuellement sous loi martiale depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La loi martiale, c'est donc un régime d'exception qui accorde des pouvoirs élargis aux autorités militaires et restreint certaines libertés civiles en temps de guerre. Et donc, dans ce cas précis, la loi martiale ne permet pas l'organisation d'élections tant qu'elle reste en vigueur. Et je ne vous apprends rien, l'Ukraine et la Russie sont toujours en guerre. Bref, même si certains réclament à terme l'organisation de nouvelles élections en Ukraine, puisqu'on ne sait pas combien de temps la guerre va durer, d'un point de vue strictement légal, sur ce point, il y a un respect de la constitution de l'Ukraine. Bon, et puis après, je vous apprends rien, la remise en cause de la légitimité de Zelensky par Vladimir Poutine, ce n'est pas nouveau. Le simple fait de vouloir envahir l'Ukraine, c'est ne pas reconnaître une légitimité de l'État et du gouvernement ukrainien sur ces territoires. Bref, la déclaration de Poutine n'est pas forcément surprenante, mais là où c'est tout de même surprenant, c'est qu'il reste ouvert au fait de négocier et de discuter avec d'autres responsables ukrainiens, notamment le Parlement ukrainien et le président de ce Parlement qu'il estime légitime en Ukraine. A noter au passage que le président russe Vladimir Poutine a aussi ajouté que si Volodymyr Zelensky voulait participer aux négociations, lui, Vladimir Poutine, donc, choisirait de mettre de son côté des personnes à sa place pour qu'il n'ait pas à échanger directement avec Volodymyr Zelensky. Alors face à tout cela, quelle est la réponse de l'Ukraine? Et après, évidemment, on va élargir sur le sujet, mais suite aux déclarations de Vladimir Poutine, Zelensky a accusé Poutine d'avoir peur des négociations et de chercher à prolonger la guerre qui dure déjà depuis bientôt 3 ans par des astuces cyniques. Par ailleurs, le week-end dernier, Volodymyr Zelensky avait déclaré, je cite, que tout processus de négociation visant à mettre fin à la guerre était impossible sans la participation de l'Ukraine et que sans elle, rien de concret ne sortirait des négociations. Alors, quelle est la situation sur le terrain? Pour le moment, la situation reste très tendue. On peut noter que l'armée russe continue à progresser dans l'est de l'Ukraine, tandis que les forces ukrainiennes résistent avec difficulté en raison notamment du manque de munitions. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que du côté de l'Union européenne, face, on va en reparler, mais aux États-Unis qui ont l'air de se désengager dans une aide envers l'Ukraine, l'Union européenne, et plus précisément la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, a proposé de taxer davantage les importations de produits agricoles et d'engrais russes qui passent par l'Union européenne. L'objectif, c'est de réduire les revenus de la Russie qui contribuent au financement de sa guerre en Ukraine, sachant que ces nouveaux droits de douane, ils s'ajoutent à ceux instaurés au printemps, des droits de douane qui ciblaient déjà notamment les céréales russes. Et au passage, ça peut paraître être un détail, mais ça ne l'est pas, la Commission européenne a tout de même indiqué que ces mesures n'affecteraient pas le transit de produits agricoles russes à travers l'Union européenne vers d'autres pays. Pour dire les choses très simplement, si la Russie vend des céréales à des pays en Afrique par exemple et qu'ils passent par l'Union européenne, la Commission européenne a estimé que ces produits-là ne seraient pas concernés par ces taxes. L'objectif étant de préserver la sécurité alimentaire mondiale et de ne pas entraîner donc des situations de famine. Bon, très rapidement, ce qu'on peut noter aussi, c'est que les 27 pays membres de l'Union européenne ont renouvelé ce lundi les sanctions contre la Russie jusqu'au 31 juillet 2025 au moins. C'est des sanctions qui visent à priver la Russie de ressources financières nécessaires pour poursuivre la guerre, et ça concerne le commerce, la finance, l'énergie, des restrictions aussi sur le pétrole et les banques russes. Mais ça, c'est la position côté européen. Je le disais, du côté des États-Unis, la position est beaucoup plus ambiguë. Je ne vous apprends rien, depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les États-Unis sont massivement impliqués dans la guerre. C'est le premier soutien militaire de l'Ukraine. Et l'Ukraine, factuellement, a besoin aujourd'hui des États-Unis pour survivre face à la Russie. Mais Donald Trump a très souvent critiqué le soutien financier de Biden à l'Ukraine ces dernières années.
années. Et Donald Trump avait même annoncé il y a quelques jours le gel de l'aide américaine à l'Ukraine. Alors depuis, face aux craintes de conséquences humanitaires importantes, plusieurs ONG avaient déposé un recours. Finalement, Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, a assuré que certaines aides d'urgence étaient maintenues. Mais tout de même, donc du côté de Donald Trump, il y a beaucoup moins une envie de financer l'armement ukrainien et beaucoup plus de créer des discussions entre l'Ukraine et la Russie. Il a d'ailleurs menacé la Russie de durcir les sanctions si elle n'acceptait pas de négocier un accord. Pour la Russie, tout potentiel accord avec l'Ukraine devrait tenir compte, je cite, des réalités du terrain et le fait notamment donc que la Russie a pris du terrain à l'Ukraine ces dernières années. L'Ukraine craint donc d'être contrainte de céder des territoires occupés par la Russie. Et pour résumer, c'est ce qui fait qu'actuellement, la Russie est très clairement en position de force par rapport à l'Ukraine. En effet, s'il n'y a pas de discussion sur la paix, la Russie va pouvoir continuer à progresser en Ukraine, continuer à prendre du terrain, surtout qu'en face, Trump semble réticent à l'idée d'aider l'Ukraine financièrement et militairement, donc ça peut vouloir dire que l'Ukraine pourrait être affaiblie dans les prochaines semaines et les prochains mois. A l'inverse, si Poutine finalement s'engage dans une négociation et une discussion avec l'Ukraine, il pourrait donc forcer l'Ukraine à céder une partie de son territoire. Bref, on en a déjà parlé, les Ukrainiens critiquaient en partie l'aide de Biden qui était jugée insuffisante et qui entraînait, selon beaucoup d'Ukrainiens récemment, une sorte de mort lente de l'Ukraine qui au fur et à mesure perd du terrain. Mais l'élection de Trump, elle amène aussi beaucoup d'incertitudes. On verra donc comment tout ça évolue. Je vous mets des liens en description d'ailleurs pour en savoir plus. Je vous renvoie aussi à mon interview de Volodymyr Zelensky que j'avais fait il y a environ un an. J'étais allé en Ukraine pour l'interviewer. Et les sujets qui avaient été abordés à l'époque sont plus que jamais d'actualité dans le débat. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Israël a annoncé ce mardi qu'il allait rompre tout contact avec l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Cette décision, elle sera effective à partir de ce jeudi et ce jour-là, l'agence devra donc avoir quitté toutes ses installations à Jérusalem, y compris Jérusalem-Est, qui est annexée par Israël. En fait, fin janvier, Israël avait accusé certains employés de l'UNRWA d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre 2023 menée en Israël par le Hamas. L'ONU avait alors ouvert une enquête et elle avait finalement licencié 9 membres du personnel de l'UNRWA. En tout cas, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au retrait de cette mesure par le gouvernement israélien. L'ONU et beaucoup d'États membres estiment qu'il n'y a pas d'alternative au travail de l'UNRWA qu'ils considèrent comme la colonne vertébrale de l'aide humanitaire à Gaza. De leur côté, les États-Unis ont apporté leur soutien à Israël. Deuxième actu, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces concernant le musée du Louvre à Paris, qui est le musée le plus fréquenté au monde. En fait, il y a 2 semaines, la direction du musée avait alerté la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur l'état du musée qui nécessite des travaux de rénovation qui pourraient coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Alors face à ça, Emmanuel Macron a donc fait ce mardi 3 grandes annonces dans le cadre d'un plan Nouvelle Renaissance du Louvre. La première, c'est le déplacement de la Joconde de Léonard de Vinci dans un espace particulier du Louvre. Il faudra avoir un billet spécial pour y accéder. Deuxième annonce, les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne devront payer plus cher pour accéder au musée à partir du 1er janvier 2026. Ce tarif plus élevé devrait permettre de financer les travaux prévus pour le musée et notamment une nouvelle grande entrée qui est donc la 3e annonce. L'objectif, c'est de désengorger la pyramide du Louvre où se trouve actuellement l'entrée principale du musée. Troisième actu, en 2024, les Français ont globalement moins dépensé pour les produits du quotidien selon une étude du centre Kantar World Panel publiée ce mercredi. Alors concrètement, entre 2023 et 2024, les dépenses des Français pour les achats du quotidien ont baissé de 0,9%. Cette baisse des dépenses, elle se traduit par une baisse de l'achat de certains produits comme les boissons, les produits d'hygiène et d'entretien ou les produits frais. Les Français font aussi plus de petites courses régulièrement plutôt que des gros pleins plus espacés. Cette tendance, elle s'est installée avec la crise du Covid-19, mais elle s'explique aussi par l'inflation, donc la hausse générale des prix. Quatrième actu, les saucisses végétales vont pouvoir de nouveau être appelées saucisses végétales. Le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France, a annulé ce mardi l'interdiction d'utiliser des termes de boucherie comme les mots steak, saucisson ou lardon pour nommer les alternatives végétales. Cette interdiction avait été décidée en 2022 et en 2024 car ces termes étaient jugés trompeurs pour les consommateurs qui pourraient les confondre avec de la viande ou de la charcuterie. La décision avait été saluée par des syndicats de bouchers mais très critiquée par des fabricants de produits végétariens. Le Conseil d'État a estimé que ces décisions étaient illégales car selon la Cour de justice de l'Union européenne, les pays de l'Union européenne n'ont pas le droit d'interdire l'utilisation de noms pour un produit, sauf si ce produit a une dénomination légale spécifique. Cinquième actu, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité dans la nuit de mardi à mercredi une loi pour améliorer la prise en charge financière des soins liés au cancer du sein. Concrètement, elle va permettre un
meilleur remboursement des soins extérieurs au traitement, par exemple pour mieux le supporter ou une fois que le patient est en rémission. La loi prévoit notamment le remboursement intégral des soutiens-gorge adaptés, du renouvellement des prothèses mammaires après une ablation des seins ou encore le tatouage des aréoles, la surface du téton aussi retirée lors d'une ablation. La loi permettra aussi un meilleur remboursement des à-côtés destinés au confort des patients comme les crèmes anti-sécheresse mais aussi des séances de psychologie ou de nutrition. La loi qui a déjà été votée au Sénat en l'état va entrer en vigueur très prochainement. Et enfin, dernière actu, les nominations de la cérémonie des Césars ont été dévoilées ce mercredi. Le film Le Comte de Monte Cristo est le favori de la compétition avec 14 nominations, dont une nomination dans la catégorie du meilleur film et du meilleur acteur pour Pierre Niney. Il est suivi par L'Amour ouf avec 12 nominations, dont celle de meilleure actrice pour Adèle Exarchopoulos et Emilia Pérez avec 11 nominations. Le film Un petit truc en plus, qui a fait plus de 10 millions d'entrées et qui a intégré le top 10 des plus grands succès du cinéma français, est quant à lui nommé dans une seule catégorie, à savoir celle du meilleur premier film. La cérémonie se tiendra le 28 février. Merci beaucoup Léa pour les actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram, je pense que vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.